La voilà ma maison. À l'époque, la clôture n'était pas en béton, ce n'était que des barbelés. Et là, dans le coin, c'était ma cellule. C'est là que j'étais détenu. Voici ce qui reste de la prison numéro 4 du camp de Magadan. Ces cellules, ces sous-sols gelés étaient réservés aux fortes têtes, comme Vassili. Il nous donnait 200 grammes de pain et 200 millilitres d'eau par jour. Le pain n'était pas plus grand que 3 boîtes d'allumettes, comme ça. Vassili a passé 6 ans dans les pires camps soviétiques. Il y a tout connu, les cellules d'isolement et les travaux forcés. Accusé de nationalisme ukrainien, il est écroué en 1950. Il avait à peine 20 ans. Nous sommes au Masque du Chagrin, le seul monument de Magadan dédié aux victimes du goulag. À l'intérieur, une cellule a été reproduite. Vassili reconnaît certains objets de camp familiers, mais la mise en scène ne lui plaît pas. On n'a jamais eu de plafond aussi haut. Mais ma cellule, elle faisait ça de large. 90 cm, c'est tout. Pour le vieil homme, ce monument ne reflète en rien l'horreur de l'expérience concentrationnaire. Il ne dit pas non plus que Magadan a été bâti grâce aux travaux forcés. Dans les années 30, plus de 900 000 prisonniers sont acheminés ici. Les Zèques, comme on les appelle alors, bâtissent une ville moderne et la gigantesque colonie pénitentiaire, d'où ils seront expédiés vers les camps de la région. La majorité des détenus est arrivée par bateau. Ils ont foulé du pied cette jetée. Aujourd'hui, la mer n'apporte plus de prisonniers, juste du poisson. Ce bateau là-bas part vers les eaux profondes pour me ramener de la sole. Denis est un jeune entrepreneur. Récemment, il a monté sa société de production de poissons, malgré les difficultés. Quand on voit l'infrastructure à Magadan, c'est pas la joie. On est ici au principal port de pêche en mer. Et tout ce qui reste date de l'époque soviétique. Mais Denis fait des affaires, car les eaux de Magadan sont riches en saumon. Il nous emmène à son usine de traitement. Ici, une vingtaine d'employés assidus lavent, vident et salent le poisson. On met aussi de côté les œufs de saumon, que les Russes appellent caviar rouge. Un business qui tourne à plein régime. Denis vient d'ouvrir 4 magasins en ville pour vendre directement sa production aux consommateurs. Dans mon cas, je crois que le proverbe russe qui dit « Tu seras utile là où tu es né » fonctionne. Je nourris de poissons les habitants du coin et c'est merveilleux. Je suis socialement utile et je sais que les gens ont besoin de moi. Beaucoup de ses amis n'ont pas suivi cette voie. Un tiers ont quitté Magadan juste après le lycée pour faire leurs études dans les grandes villes du pays et leur vie ailleurs. L'an dernier, 1000 personnes ont quitté la région. Depuis la chute de l'URSS, le nombre d'habitants a été divisé par 2. Pour montrer à la jeunesse qu'elle a toute sa place à Magadan, les autorités locales organisent ce festival à la fin de chaque année scolaire. Cette fois-ci, un boys band de Moscou a fait le déplacement. Le gouverneur en personne participe aux festivités. Nous avons de grands projets pour vous. Bientôt, nous produirons du pétrole et du gaz à Magadan. Nous allons ouvrir de nouvelles entreprises de chercheurs d'or et beaucoup d'autres sociétés qui vont donner des opportunités aux jeunes. Une ville dynamique, c'est la nouvelle image de Magadan promue par son gouverneur. Sa priorité, le futur de la région, un futur dans lequel la mémoire du goulag n'a plus beaucoup de place. Il n'y a pas de route qui mène au camp, pas de musée du goulag ici. Vous dites que la mémoire est importante, mais rien ne se fait pour la préserver. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous travaillons. Nous avons déjà un concept pour un musée. Et je suis certain qu'il ouvrira très bientôt. Mais dans le centre-ville, on pourrait facilement croire que le goulag n'a jamais existé ici.
L'ancien siège du NKVD, la police secrète soviétique, accueille aujourd'hui les bureaux du gouverneur. Quant à l'Assemblée régionale, elle se trouve dans ce bâtiment, aux façades refaites à neuf. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Aucune plaque qui indique ce qu'était cet endroit. Pourtant, c'est ici qu'étaient amenées les victimes de répression, les prisonniers politiques. Ici qu'étaient menées certaines enquêtes et que les prisonniers étaient torturés. Selon certaines sources, certains étaient fusillés ici même. Au musée de l'histoire régionale sont exposés pêle-mêle animaux empaillés, reliques de la Seconde Guerre mondiale, photos de pionniers arrivés ici dans les années 30. Une salle est quand même consacrée au camp, mais le nombre de victimes n'est cité nulle part. 130 000 sont mortes ici, un déporté sur 7. Notre guide, Sergei Efimov, préfère nous montrer ce tableau peint par un prisonnier. Ici, on peut voir comment se construisait notre principale route. Oui, c'est vrai, certains l'appellent la route des ossements. Mais on voit ici que ce n'était pas si terrible. Alors oui, des prisonniers mouraient, mais c'était surtout à cause d'accidents techniques. On pourrait aussi dessiner quelques gardiens armés de fusils et le tableau serait plus complet. Mais c'est ce qui manque ici. À l'époque, on ne les montrait pas. Et puis, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que les sentinelles sont allés boire le thé? Sa légèreté surprend. Elle rappelle la propagande soviétique et ces images d'époque où on ne voit pas les corps de prisonniers morts sur le chantier, dont certains, selon de multiples témoignages, étaient incorporés dans la chaussée. Les règles imposées dans les camps étaient terribles. Une horreur indescriptible. Nous étions toujours escortés par des soldats et des chiens. Nous allions au travail les mains derrière le dos, la tête baissée. Si tu sortais du rang, ils tiraient sans sommation. Si tu levais la main pour t'essuyer le nez, ils criaient « à terre ». Certains avaient le temps de le faire, d'autres, trop lents, étaient abattus. Après 11 années de camp, Olga est libérée en 1956, mais elle est condamnée à l'exil. Il lui sera interdit de quitter Magadan et de rentrer chez elle en Ukraine, jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Je me pose encore cette question. Pourquoi ai-je été condamnée? Je ne sais toujours pas pourquoi. Pourquoi elle m'a envoyée ici? Nous décidons de prendre la route, cette fameuse route des ossements empruntée un jour par Olga et les autres zèques. Avec nous dans la voiture, Ivan Panikarov, un passionné de l'histoire du Goulag. Il va nous guider vers ce qui fut l'un des plus grands camps de travail de la Kolyma. À 600 km vers le nord, non loin de Yagodnoye. 12 heures plus tard, nous arrivons à Elgen. Ici, c'était un camp uniquement pour femmes. Il a existé de 1935 à 1955. Parmi les prisonnières injustement condamnées, il y avait quelques personnes devenues célèbres ensuite, comme l'auteur du Vertige, l'écrivain Evgenia Ginzburg. Au total, jusqu'à 5000 détenus pouvaient vivre ici. Les températures atteignent moins 60 en hiver, en été, les insectes ne laissent aucun répit. Les barbelés sont encore là. Et dans les décombres, Ivan trouve un vatnik, un manteau typique de l'époque. Il est très probable qu'il ait appartenu à un prisonnier, car il est rapiécé de partout. Et il n'en avait qu'un par tête. Ils en prenaient soin. Un objet qui va rejoindre sa collection, débuté il y a plus de 30 ans. Dans son appartement, Ivan a créé ce musée privé. Il y expose ses objets de la vie de zèque. Il amasse scrupuleusement des documents sur la période. Ici aussi, il y a une carte du Goulag. Ivan l'a faite lui-même. Tous ces points noirs, tout ça, ce sont les camps. Il y en avait au minimum 500 dans la région.
si on compte aussi les plus petits. Il a aussi recueilli les témoignages de plus de 40 000 survivants. Pour en faire un livre, il cherche des financements. Auparavant, il bénéficiait de bourses de fonds privés internationaux, mais depuis la loi sur les ONG, un texte qui stigmatise comme agents de l'étranger tous ceux qui reçoivent des dons non russes, cette source s'est tarie. Avec cet argent, j'avais pu publier une vingtaine de livres. J'ai emmené des écoliers sur les sites des anciens camps. Pourquoi devrais-je me définir comme agent de l'étranger, un ennemi, alors que tout ce que je fais, c'est pour la Russie, pour préserver son histoire? Une humble obstination confrontée à une réalité. Les traces du goulag s'effacent, dans les esprits comme dans le paysage. Ces images aériennes montrent le camp de Dnieprovski, à 600 km de Magadan, ses baraques en ruine et surtout la taïga qui recouvre tout. La nature reprend ses droits, et de l'horreur des camps ne reste aujourd'hui qu'un héritage, les mines. Pour extraire l'or, les machines ont remplacé les zecs. Le bal des pelleteuses continue, 24 heures sur 24. Tous ces gros cailloux, la terre et l'or mélangés, tout ça, ça part derrière, là, dans la centrifugeuse. L'or est séparé du reste et arrive dans le décanteur qui est juste en bas. Il ne reste plus qu'à ramasser des petites pépites comme ici. Mais surtout, ces paillettes et la poussière d'or, ici près d'1 kilogramme du métal précieux. Le tout est ensuite ramené à la base, un petit village où vivent et travaillent les 215 employés de Nikolai Dergenets. Nikolai est arrivé ici il y a 45 ans de la Sibérie voisine où ses deux parents, soupçonnés de collaboration avec les nazis, avaient été envoyés au goulag. Le business de l'or, il ne l'associe plus du tout à l'économie des camps. On m'a proposé de faire des documents disant que j'étais le fils de victimes de répression. Mais je ne l'ai pas fait, j'en ai pas besoin. C'était une autre époque, aujourd'hui tout est différent. Et puis mon père m'a toujours dit, les choses reviendront à la normale. Et moi je ne veux pas juger Staline, c'était pas un si mauvais bougre. Si les enfants des victimes ont tourné la page, tous n'ont pas pu se débarrasser des fantômes du passé. Dans ce quartier vit un témoin rare de cette époque. Natalia avait 6 ans quand son père est arrêté en 1939, 7 quand il est fusillé. Elle sera envoyée à l'orphelinat. Les autres enfants me traitaient de traître, de petite ordure. J'ai eu tous les mauvais noms possibles, j'étais une petite merde. Débute une enfance difficile, loin des dorures du Kremlin et des dachas d'État où logeait son père, Nikolai Yezhov, chef suprême du NKVD de 1936 à 1938. Il signe 14 000 ordres d'exécution, envoie des milliers d'innocents au goulag. Son nom reste synonyme de la terreur stalinienne. Un jour, je me suis cachée dans son bureau et j'ai trouvé un bel album photo avec du beau papier. À l'intérieur, il y avait des photos d'enfants. Des enfants morts et démembrés, sans bras, sans jambes. J'ai eu peur, si peur que je suis partie en courant. Natalia a changé de nom de famille. Elle s'est installée à plus de 10 000 kilomètres de la capitale, mais son passé ne l'a jamais quittée. Le nain sanguinaire, l'assassin. Voilà comment les Russes surnomment encore son père. Que tout le monde le déteste, mais moi je ne peux pas. C'était un homme gentil, un homme bon malgré tout. Magadan, où les destins des victimes et des bourreaux sont entremêlés. En quittant Natalia, on se dit que la ville aura du mal à faire le deuil de son passé. Malgré les efforts de Sergueï, qui milite pour en préserver l'histoire, l'enthousiasme de Denis, qui croit à ses nouveaux horizons, ou encore la persévérance d'Ivan, qui rêve qu'un jour, son musée du Goulag devienne un musée accessible à tous.
Bonsoir. Avant tout, j'aimerais vous remercier d'être venu ce soir, d'être venu parler de Mémorial, de notre thème. Et je crois que ce soutien que nous sentons de votre part, votre intérêt pour ce que nous faisons est actuellement très important pour nous. C'est le plus important. Parce que bien sûr, en ce moment, quand nous voyons comme est détruit tout ce que nous avons fait pendant tant d'années, en espérant que ce terrible passé ne reviendrait plus, c'est très dur pour nous. Quand a commencé la perestroïka, en 1985, j'avais 24 ans. Et j'estimais que j'étais assez grande, j'étais quelqu'un d'expérimenté déjà, et qui avait bien réussi. J'avais fini l'école avec les meilleures notes. J'ai terminé l'université avec les meilleures notes. Je suis mathématicienne. On m'a tout de suite acceptée pour une thèse. J'avais déjà des publications scientifiques. Et je faisais ma carrière scientifique et je m'imaginais ce qui allait m'arriver. J'allais devenir un professeur, peut-être un scientifique célèbre. Tout était très clair. Mais le temps de la perestroïka était très particulier. Et chaque jour, vraiment chaque jour, on découvrait quelque chose d'inhabituel, de secret, d'effrayant. Bien sûr, nous comprenions qu'autour de nous, il y avait le mensonge. Mais ce mensonge, c'était le mensonge de la vie soviétique. C'était quelque chose d'habituel. C'était quelque chose de si ordinaire. Ce n'était pas quelque chose d'effrayant, de dangereux. C'était comme une vie parallèle. Et à côté de ce mensonge, il y avait notre vie, ma vie par exemple, assez heureuse, je dirais. Et quand soudain, chaque jour, et je me souviens très bien, comme moi-même, j'étais devant le kiosque à journaux et j'attendais les nouveaux journaux. Et chaque jour, en ouvrant le journal, je découvrais des destins. Assez rapidement, je pourrais dire que j'ai d'abord eu un sentiment de malaise, parce que je n'étais pas bête. J'ai compris que ça concernait des millions de gens. Et chacune de ces personnes avait de la famille, avait des parents, avait des femmes, des maris. Mais si c'était des millions de gens, moi, avec mes 24 ans, pourquoi est-ce que je ne les voyais pas autour de moi? Pourquoi est-ce que la vie me semblait si bonne et confortable? Et à partir de ce sentiment de malaise, de cette envie de changer quelque chose, pas seulement pour moi. Donc ce sentiment n'était pas seulement chez moi, mais chez beaucoup de gens. C'est de là qu'est né Mémorial. Et je vais vous dire que je n'avais pas du tout l'intention au départ de changer ma vie. Je n'avais pas l'intention de laisser tomber ma carrière scientifique. Mais à un certain moment, j'ai compris que si nous voulions faire quelque chose, nous devions le faire nous-mêmes. Que ça ne serait pas possible de dire « il faut faire quelque chose pour que ça ne se répète pas ». Il fallait non seulement le dire, mais le faire. Et c'est pourquoi a commencé cette longue route de 35 ans qu'on essaie de détruire actuellement et qui, je crois, ne sera jamais détruite parce que notre travail, on le continue.
Merci beaucoup, Elena. Nous sommes, je dois dire, je suis en tout cas personnellement excessivement fier de, oui, j'en perds mes moyens, excessivement fier d'accueillir Elena Semkova, qui on va voir son travail et de celle de ses camarades de Mémorial. Donc, je vous raconte simplement en 2 secondes ce qui va se passer. La première partie de cette conférence va être consacrée à Mémorial, à l'histoire, à ce qu'ils ont prévu, à ce qu'ils ont trouvé, à ce qu'ils ont cherché et à ce qu'ils ont mis en exergue, si je puis dire, de ce régime soviétique. Et il y aura la pause, ça vous le savez, et dans la deuxième partie, nous parlerons de la répression de Mémorial, mais aussi de la répression à partir de l'arrivée de Poutine au pouvoir, qui sera donc la deuxième partie de cette conférence. Alors, donc, nous allons commencer par l'héritage soviétique, bien sûr, dont vous voyez quelques éléments là. Hein, ce slide, ça s'appelle comme ça, excusez-moi, ça s'appelle un slide. Ce slide, c'est Elena qui nous l'a fourni, hein, c'est un slide que fait Mémorial. Et donc, est-ce que vous pouvez, en 2 mots, Elena, enfin en 2 mots, en tout cas autant que aussi d'une façon aussi concise que précise que possible, nous dire qu'est-ce que c'est que cet héritage soviétique et comment ça pèse sur le peuple russe encore aujourd'hui. Voilà. Oui, je crois que c'est très important. Actuellement, à l'époque terrible que nous vivons, dans ce retour terrible du passé, je crois qu'il est très important vraiment de regarder avec attention d'où vient cette époque d'aujourd'hui aussi, et quel est l'héritage que nous avons reçu. Et très brièvement, j'aimerais que vous voyez le tableau devant les yeux de ce qui s'est passé. Effectivement, ça a duré très longtemps, pas une seule génération. Ça, c'est la première chose. 70 ans, même si on compare ça avec ce qui s'est passé en Allemagne, c'est beaucoup plus long. La deuxième chose, j'en ai déjà parlé, c'est le fait que ça prenait une ampleur extraordinaire. Par les calculs, les estimations minimales de Mémorial montrent que les victimes directes de la terreur étaient environ 12 millions de personnes. Si on rajoute les victimes de la famine, que personne n'a compté jusqu'au bout, si on ajoute là les gens qui ont été déportés, les membres des familles, on comprend qu'on parle de dizaines de millions de victimes qui ont été touchées directement par la terreur. Et c'est aussi une brutalité encore jamais vue, une cruauté encore jamais vue. Imaginez-vous que cette machine répressive, en 2 ans seulement, on appelait ça la Grande Terreur. Et ce n'était pas un hasard, c'est parce que, imaginez-vous qu'en 18 mois, donc c'est même en moins que 2 ans, on a exécuté plus de 700 000 personnes. Et tous les gens qui ont été envoyés dans les camps et qui souvent n'en sont pas sortis, c'est des centaines de milliers de personnes. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette terreur, ces répressions, c'était une cruauté qui a touché tous, qui a touché tout le monde. Toutes les couches de la société, l'intelligentsia, les paysans, les militaires, les religieux, absolument toutes les couches de la société et tous les âges aussi. Et quand on parle de l'héritage, on doit comprendre que c'est un héritage qui est la peur. Et aujourd'hui, on voit encore comme cette peur est revenue rapidement. Il n'y a même pas besoin de leur faire peur, il suffit de rappeler et ce qui s'est passé et la peur revient. Plus nous avons reçu en héritage autre chose de très dangereux, c'est le fait que les gens ne croient pas dans la loi, c'est-à-dire ne pensent pas que la loi peut les défendre, parce que de leur expérience, ils savent que la loi ne les défend pas. Et malheureusement, troisièmement, nous avons reçu des gens qui
connaissent ce double langage. Ils pensent une chose et ils disent le contraire. Nous sommes retrouvés avec des gens cyniques et ce terrible héritage, il est en nous, il n'a pas disparu et nous voyons malheureusement comme les choses ont recommencé très rapidement. Et avant de parler de ce qu'a fait en l'occurrence Mémorial, je pense qu'il est important de se souvenir des traces qui sont restées de ces 70 ans. Bien sûr, d'un côté, nous avons des traces dans les archives de l'État, mais nous n'avions pas d'accès à ces archives. À l'époque, nous n'avions pas accès, et maintenant, c'est toujours encore assez difficile. On avait aussi la mémoire familiale, des archives familiales, mais les gens ne voulaient pas en parler, ils avaient peur. Et parfois, ils n'ont pas conservé cette mémoire de façon très volontaire. Nous avons souvent été confrontés au fait que des gens venaient nous voir à Mémorial et disaient « Je ne connais rien sur mon histoire. Mes parents m'ont rien raconté sur notre histoire. Ils ne voulaient pas me traumatiser. Ils voulaient que je sois heureux. Et c'est que chez vous, à Mémorial, que je peux apprendre mon histoire familiale et que je peux retrouver ma mémoire familiale. Ça, c'est un gros problème aussi. Et puis, bien sûr, il y a des traces matérielles qui restent du goulag, mais très loin, vous l'avez vu dans le film, c'est très loin. Des traces un peu perdues, très détruites et qui disparaissent très vite. Voilà, c'est l'héritage que nous avons. Elena, c'est que vous racontiez rapidement un peu comment Mémorial s'est créé, qui est à l'origine de tout ça, comment ce travail s'est mis en place et quelles sont les premières intentions et surtout quel a été l'accueil, pas du public, j'entends bien, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui étaient au courant de ce travail, parce que évidemment il n'y avait pas de publicité autour, mais justement le début, avant que l'on aborde le problème de ce que vous avez récolté, finalement, tout ce que vous avez sauvé de cette mémoire qui disparaît et qui veut disparaître et que le pouvoir veut faire disparaître. Oui, comme je l'ai dit, je suis une des personnes qui étaient aux origines de Mémorial, mais je ne veux pas que vous ayez l'impression que Mémorial a été commencé par un petit groupe de gens. Les gens voulaient la vérité sur le passé. C'était un désir très fort. Et tant de gens voulaient cette vérité que transformation de ce désir en mémorial, ça ressemblait à, si vous vous souvenez du travail de vos expériences de l'école, quand on met quelque chose d'une expérience chimique où on fait pousser un cristal avec une petite poussière. Ça ressemblait à un processus chimique. Quand il y avait ce désir général de beaucoup de gens de la vérité, une des initiatives a cristallisé beaucoup de force et de volonté autour d'elle. C'est comme ça que Mémorial est apparu. Et je crois que notre grande réussite a été que ce groupe de jeunes enthousiastes, parmi lesquels j'étais, on a tout de suite eu foi en nous et que des gens se sont joints à nous qui avaient déjà commencé ce genre de travail. Je peux nommer avec beaucoup d'amour et beaucoup de tristesse Arseny Raginsky, Larissa Bogaras, Sergei Kovalyov, qui sont morts aujourd'hui, mais qui ont participé à ce travail, qui ont tenté de conserver la mémoire des victimes qui eux-mêmes avaient été passés par les camps soviétiques. Et le fait qu'on s'est tous unis, ces jeunes enthousiastes qui voulaient faire quelque chose, et des gens qui savaient ce qu'il fallait faire. Je crois que ça a été le début, les réussites du début de Mémorial. Et vous savez, après a commencé le travail, je dirais, ordinaire, ennuyeux, difficile, pénible. Je me souviens qu'à notre première assemblée générale, quand nous avons commencé,
nous avons eu des représentants de 600 organisations, de 600 villes de tout l'URSS et de l'extérieur de l'URSS. Et à cette assemblée, il y avait plus de 1000 personnes. Et c'est là que Arseny Raginsky a pris la parole et a dit « Oui, bien sûr, nous devons obtenir la vérité. Nous devons faire en sorte que ça ne se répète pas. Mais pour ça, il faut commencer à faire une cartothèque. Il faut commencer à reconstituer le destin de chacun. » Et à cette première assemblée, déjà, Sakharov a dit la même chose. Il a dit « Tant que les destins ne sont pas connus, notre travail doit continuer, tant que tous les destins ne sont pas connus. » Et alors, 35 ans plus tard, donc aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites de ce que Mémorial a fait, de ce qu'il a pu constituer par rapport à ce passé volontairement gommé par le pouvoir? Vous savez, c'est assez dur de dire en quelques mots ce que beaucoup de gens ont fait pendant 35 ans. C'est assez difficile, mais je pense qu'il y a un bilan, quelques conséquences qu'on peut tirer. Premièrement, nous avons réussi à faire ce réseau, à créer des contacts entre des gens dans divers pays pour qui cette thématique était importante et qui font ce travail, donc la mise en réseau. Deuxièmement, je crois que c'est aussi très important de dire qu'on a réussi, me semble-t-il, à mettre en avant une idée essentielle de Mémorial, qu'il faut travailler sur le passé, parce qu'il faut comprendre ce passé, il faut le conserver pour vivre normalement aujourd'hui. Que l'histoire et les droits de l'homme, c'est des choses qui sont liées. On n'aura pas de vie normale avec une société de droit si nous n'obtenons pas la justice pour les victimes et la condamnation des bourreaux. Si nous ne répondons pas des crimes du passé, je dois dire que malheureusement, et c'est très amer de le dire aujourd'hui, nous avons eu raison. La vie, ce qui se passe aujourd'hui le prouve. Si nous n'enquêtons pas sur les crimes du passé et nous laissons ces crimes revenir, ce terrible passé revenir. Et nous avons beaucoup de réussites pratiques. Nous avons fait beaucoup de choses, des collections d'archives, des centres muséaux. Donc, ce thème est devenu clair. Par exemple, à Moscou, nous avons réussi à rassembler une énorme collection de témoignages sur les victimes et sur leur destin. Nous avons réussi à rassembler une collection de musées très importante qui nous a permis de faire beaucoup d'expositions, de publications de livres. Nous avons aussi une bibliothèque tout à fait unique. Et nous avons aussi un matériel numérique très important. Il faut dire que notre base de données des victimes des répressions politiques, ce sont de petites courtes biographies, très courtes. Nous en avons rassemblé 3,5 millions de personnes. C'est à ce moment où chaque fois je me dis, mais est-ce que nous avons réussi? Et quand je me dis qu'on a réussi quand même à faire ces 3,5 millions de biographies, je me dis que c'est un immense travail. Mais quand on se dit qu'il en faudrait 12 millions au minimum, et qu'en 30 ans, on n'en a réuni que 3,5 millions, combien ça fait? Si l'État nous avait été comme il aurait dû nous aider, peut-être qu'en 35 ans, on aurait réussi à rassembler ces 12 millions de noms, mais ces 3,5 millions de biographies, c'est moins que le quart, c'est peu. Mais nous avons quand même cette base de données de victimes. Et beaucoup de gens, grâce à ça, ont réussi à retrouver l'histoire de leur famille et trouver leurs parents.
Les archives sont accessibles. Le fait que l'ONG a été interdite par le pouvoir de Poutine, mais je parle à l'époque où vous pouviez travailler à peu près, enfin, vous avez vraiment jamais travaillé à ciel ouvert, si je puis dire, mais est-ce que ces archives étaient accessibles à un public qui pouvait venir à Mémorial en disant, voilà, je veux consulter mes archives, ou comment ça fonctionnait, disons, avant Poutine? Oui, bien sûr. À l'époque, il était possible de venir, de regarder, de consulter les archives. Et il est important de comprendre que ce n'est pas seulement des archives à Moscou, c'est dans différents endroits, dans les régions de Russie et aussi dans d'autres pays. Ces archives ont été rassemblées et on pouvait les consulter. Et il y avait aussi des expositions, il y avait des publications, des livres, beaucoup de choses ont été faites. Mais ce qui est important, mais il y a longtemps, il y a 10 ans déjà, on a compris que c'est trop peu, qu'il faut numériser, il faut augmenter la possibilité d'accéder, que les gens accèdent à ces documents. Et on a essayé de travailler dans cette direction. Et pour vous expliquer ce qu'il y a dans ces archives, c'est des choses très très différentes. Il y a des thèmes même qui sont un peu incompréhensibles. Pourquoi est-ce qu'on les a dans nos archives? Par exemple, alors, à part les documents sur les victimes des répressions, des documents personnels, il y a beaucoup de témoignages oraux. Il y a beaucoup de travaux d'écoliers qui ont été récoltés sur notre demande. Mais il y a aussi beaucoup de documents liés à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, parce que le mémorial s'est beaucoup occupé du destin des civils qui ont été envoyés. Et donc c'est des Russes qui ont été envoyés dans des camps allemands. Et on nous a demandé pourquoi vous occupez des victimes du nazi, mais parce que c'est des victimes de 2 dictatures. Ils ont été prisonniers et ensuite, en rentrant en URSS, ils ont été traités de collaborationnistes et de traîtres. Donc on a fait un livre sur les Ostarbeiter, donc ces travailleurs forcés, et ce livre a reçu un prix. Donc je suis content que... Oui, le prix de Michel à ce livre. Excusez-moi, vous avez parlé plusieurs fois d'autres pays en parlant de la mémoire. Donc, est-ce que ça veut dire, parce que ça, c'est quelque chose que je connais assez mal, je dois dire, est-ce que ça veut dire que vous avez aussi travaillé avec d'autres pays qui ont connu l'occupation soviétique? Je parle où il y a évidemment des travaux aussi de recherche qui ont été faits. Il y a une espèce de collaboration qui s'est mise en place entre ces différents pays qui ont connu le régime soviétique, qu'ils soient par occupation ou par... D'abord, quand je dis dans d'autres pays, quand Mémorial a commencé, c'était encore l'URSS. Et ensuite, l'URSS s'est effondrée. Et ensuite, il y a d'autres pays indépendants qui se sont créés. Et donc, ce travail avec de donner un sens au passé soviétique, ce travail s'est prolongé dans tous ces autres pays. Donc, en fait, l'effondrement de l'URSS a déjà a créé ces autres pays. Et en Allemagne, en Italie, en Tchéquie, en France, en Pologne, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées et qui ont travaillé avec cet héritage soviétique et cette influence soviétique, de ces répressions soviétiques, parce que tout a été lié. Et l'influence était très importante. Oui, donc c'est vraiment un travail international avec différents pays. Mais bien sûr, le centre, l'initiative, et d'ailleurs, beaucoup de personnes travaillent et continuent à travailler en Ukraine, le mémorial ukrainien, énormément dans les pays baltes, en Géorgie, au Kazakhstan, et tout ce travail, beaucoup de travail a été fait. Je connais bien le travail qui est fait sur la mémoire en Roumanie. Est-ce que vous avez des rapports avec les gens de l'Académie civique, par exemple, en Roumanie? Ou est-ce que vous avez eu des rapports, en tout cas, à un moment?
Bien sûr, nous avons des rapports et il faut faire de la différence. Moi, je parle de Mémorial, d'une organisation qui rassemble tous ces efforts civiques. Mais il y a aussi, naturellement, des contacts scientifiques. Et cette possibilité de faire un travail scientifique commun, et c'est beaucoup plus large que ces pays où il y a le Mémorial. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas mémorial, mais un travail scientifique est fait. L'exemple de la Roumanie, de la Moldavie, c'est très important et c'est très intéressant. L'expérience de tous ces pays du bloc de l'Est qui étaient sous une forte influence de l'URSS est très important, oui. Que vous trouverez dans le dossier, parce que c'est intéressant, parce que cette mémoire sur lesquelles évidemment Mémorial travaille et d'autres pays qui ont connu le régime soviétique travaillent, qui sont aujourd'hui des démocraties, ce qui n'est évidemment pas le cas de la Russie d'aujourd'hui. En dehors de ça, du côté occidental, je fais une petite parenthèse, malheureusement cette mémoire a du mal à émerger. Et vous trouverez dans le dossier que vous avez trouvé sur votre siège, vous trouverez qu'il y a deux résolutions ont été prises par le Parlement européen en ce qui concerne les crimes du communisme et des résolutions qui n'ont jamais été suivies des faits, d'ailleurs avec une décision qui avait été prise de journée de la mémoire des crimes des totalitarismes, parce que ça concernait aussi le nazisme et le fascisme. Et d'ailleurs, cette journée de mémoire a été choisie, c'était le 23 août. Chaque année doit avoir normalement une journée de la mémoire. Pourquoi le 23 août? Parce que ça correspond au 23 août 1939, c'est-à-dire à la signature du pacte germano-soviétique, qui, comme vous le savez, est à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça n'a jamais, dans aucun pays occidental, ce jour de mémoire n'a été finalement suivi des faits, vous voyez. Et vous verrez aussi, j'élargis un tout petit peu le sujet, que le député, c'est un Suédois, qui a déposé cette résolution, qui a été votée et adoptée par le Parlement de résolution, a fait une comptabilité vous trouverez ça dans votre document, de tous les crimes communistes dans le monde, et il a chiffré ça à 94 300 000 victimes. Voilà. C'est pour vous donner une ordre d'idée de ce que a représenté ces régimes à l'échelle mondiale. En même temps, on parle de ça, mais en même temps, on pourrait dire que vous n'êtes pas forcément... vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous auriez voulu faire idéalement, c'est-à-dire par rapport au travail de mémoire, puisque d'abord vous avez été interrompu, hein, parce que le régime vous a mis des bâtons dans les roues, et puis ensuite parce que c'était très difficile compte tenu de la législation, etc. Quels sont vos regrets, si je pourrais dire, par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce qui n'a pas été fait? En fait, j'ai commencé avec ça, c'est cette formule. En fait, cette formule de rendre la vérité pour les victimes et de punir les bourreaux, en fait, ça marche pas l'un sans l'autre. Et on a beaucoup fait pour la mémoire des victimes, mais punir les bourreaux, ça a été très difficile à faire et on a très peu fait. D'abord, même la réhabilitation des victimes n'a non seulement été que partielle, mais parfois elle a été même carrément minable. Et imaginez-vous que dans tous ces victimes en Russie, donc les victimes de répression politique, c'est 10 € qu'ils recevaient en compensation. Je connais des personnes qui ont refusé ces 10 € parce que c'est du mépris, en fait. Ça ne correspond à rien du tout. Mais au début, l'idée de cette loi de la réhabilitation, elle ne peut pas, en effet, donner une compensation adéquate. Mais maintenant le gouvernement qui donne ces petites compensations, mais ensuite,
vous aurez pour tout le reste de votre vie, vous aurez des allocations, vous aurez des aides, et les gens ont été d'accord en 91, mais en 2005, le régime Poutine a tout à coup imaginé la monétisation des allocations. Donc on arrête de faire des réductions en fait, mais on donne simplement de l'argent. Et c'est de nouveau a été une tromperie. Ce qu'on donnait aux gens, c'était pas que des compensations, c'était important par rapport à leur passé, mais on les a de nouveau trompés. Les victimes ont été réhabilitées partiellement, et le plus important, c'est que ça n'a pas été assez public. Parce que quand en public, on affirme que tu as été réprimé de manière injuste, c'est important. Et ensuite, il n'y a pas eu un seul procès. On sait qu'en Allemagne, les procès n'ont pas été complets, mais il y a eu des procès contre les criminels du régime. Par contre, ici en Russie, il n'y a... Et comme tout le monde était mort, ça c'était la théorie, tout le monde est mort, donc il n'y a personne à punir. Troisièmement, les victimes, on a tout ôté aux victimes, leur appartement, leurs biens. Donc il y a des protocoles qui ont été faits, les paysans qui ont été réprimés et envoyés en camp, on leur a tout ôté. Et rien n'a été rendu. Et de nouveau, des petites compensations qui ont été données par rapport à une grande maison, par exemple, qu'un paysan avait dans un village, on donnait 10 000 roubles de compensation, et c'est ridicule. C'est quelques mois, à l'époque où il y avait cette compensation, c'était quelques mois de travail, de salaire. Et finalement, les crimes, c'est non seulement les chefs, c'est non seulement ceux qui exécutaient les ordres, et donc aucune lustration n'a été faite en Russie, à savoir de retrouver donc les coupables et ceux qui ont participé à tout ça. Nous, en tant que mémorial, nous avons fait on a un site qui s'appelle les listes de fusillés de Staline. C'est un facsimilé, c'est une copie. Vous avez 44 000 personnes, une liste, donc donc ces 44 000 ont été... il y a une signature d'un membre du Politburo. Donc ces membres du Politburo connaissaient ces gens personnellement, et c'était c'était l'élite en fait soviétique, et tout le monde se connaissait. Et il y a des signatures personnelles de Staline, de Voroshilov, de Molotov, de Kaganovich. Et donc ces personnes-là n'ont jamais eu à répondre de leur fait, et ensuite il n'y a pas eu de lustration, et donc toute la première partie dont je parlais a été réalisée, et la deuxième partie, donc la punition, on n'a pas pu la réaliser, donc en gros ça n'a pas vraiment marché. Pour relativiser un tout petit peu les choses, si possible, c'est que dans d'autres pays qui ont connu l'occupation soviétique, ce travail de lustration n'a pas non plus vraiment été fait en grande partie, et ceux qui l'ont fait se sont souvent d'ailleurs trouvés incompris par rapport aux Occidentaux, justement parce qu'on a, c'est une petite parenthèse que je fais, mais on a souvent comparé la lustration, donc c'est-à-dire l'espèce de changement de personnes et de culpabilité à la chasse aux sorcières. Ça a été à la chasse aux sorcières qui avait lieu aux États-Unis, comme vous le savez, sous le macartisme. Évidemment, c'est
et ça a été souvent dit dans les pays occidentaux, j'entends, mais il faut laisser, il faut mettre un tapis dessus, laisser arrêter de parler de ça et passer à autre chose. Et ça, vous pensez que c'est, je pense que vous pensez que c'est un travail qui malheureusement n'est pas prêt d'être fait maintenant, je suppose. Parce que s'il n'a pas été fait avant, il y a plus de chances que ça se fasse maintenant. Notre position à Mémorial, ça a toujours été que les informations sur les crimes doivent être connues. Que le plus important, c'est que les gens sachent ce qui s'est passé. Qu'ils sachent aussi les noms des exécutants, des criminels, etc. Nous, Mémorial, je vous dirais que de mon côté, je n'étais pas en faveur de la lustration. Et c'est parce que j'étais influencée par la position des des personnes qui étaient passées par le goulag. Et en 88, 89, on a beaucoup discuté de ça. Les victimes, les gens qui étaient passés par le goulag disaient tous « Non, non, aucun d'eux ne m'a dit « Je veux me venger ». Ils ne voulaient pas, ils disaient tous « Non, moi je ne veux pas me venger ». Mais ils voulaient qu'il y ait une transparence et que les choses soient publiques. Et c'était notre position à Mémorial. Nous ne voulons pas de vengeance, mais nous voulons que les choses soient connues et qu'elles soient transparentes. Et le fait que nous n'avons pas réussi à le faire, que pour cette transparence et cette publicité, enfin cette chose publique, il fallait des procès. C'est peut-être pas vraiment une illustration, mais qu'il y ait vraiment un travail juridique sur le fait qu'on note, qu'on appelle, qu'on nomme les criminels, je pense qu'on aurait dû le faire. Et actuellement, bien sûr, on ne va pas entrer dans des subtilités juridiques, c'est problématique. Mais comment juger un criminel s'il est déjà mort ? Il n'y a personne à juger, on peut juger personne. Il y a des problèmes juridiques, évidemment. Mais je pense qu'on peut trouver des solutions. Parce que notre expérience actuelle nous montre que si on ne juge pas, excusez-moi pour cette comparaison désagréable, mais c'est un peu comme un cadavre qu'on n'a pas enterré. Vous n'avez pas enterré le cadavre, il est sur le chemin et vous n'arrêtez pas de trébucher sur lui tant que vous ne l'enterrerez pas, ce corps. Vous le savez, Vladimir Boutkovski, qui est un dissident soviétique, et a essayé, juste au début de la période d'Helsinki, nous sommes en 91-92, a essayé de faire un procès, non pas des personnes physiques, parce que vous avez raison, elles n'étaient plus là, elles étaient mortes, mais en tout cas du système et du Parti communiste, et ça n'a évidemment échoué. Est-ce que vous trouvez que ça aurait été nécessaire d'aller au bout de cette expérience ? Je pense que ce qui est essentiel, c'est le fait que devant la Cour constitutionnelle, on a perdu effectivement ce procès, pour lequel, qui a d'ailleurs été préparé par des experts de Mémorial, parce que mes collègues de Mémorial sont intervenus comme experts indépendants, pas d'un côté ou de l'autre, mais qui ont été amenés par la Cour constitutionnelle. Ils ont préparé beaucoup de documents sur cette situation. Et le fait qu'il n'y a pas eu de décision de la Cour constitutionnelle sur le Parti communiste, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ça ne s'est jamais terminé. Effectivement, c'est une perte pour nous. C'était un échec parce que peut-être que suite à ça, si ce procès était vraiment allé jusqu'au bout, il n'y avait pas que Boutkovski, il y a eu d'autres tentatives après, plus tard, qui ont effectivement aussi échoué parce qu'on n'a pas réussi de façon systématique. Voilà, c'est vraiment un échec, effectivement. Terminer cette première séance par un diaporama que je vous laisse découvrir, de témoins et de photos qui sera accompagné de musique. Donc voilà. Et après, nous avons une pause.
C'était il y a plus de 20 ans. Au tournant du millénaire, le président russe Boris Eltsine crée la surprise en démissionnant un jour de réveillon. Je pars avant le délai prévu. J'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Il confie les rênes de la Russie du XXIe siècle à son Premier ministre. Vladimir Vladimirovitch Poutine ne les lâchera plus jamais. Cet ancien du KGB, plutôt austère, n'était pourtant pas dans le cœur des Russes. Mais sa popularité s'envole grâce à la guerre qu'il mène en Tchétchénie entre 1999 et 2000, puis plus tard en Géorgie, en Ukraine. Il apparaît comme le garant de l'unité territoriale du pays. Après des années 90 chaotiques, la conjoncture économique favorable joue aussi en sa faveur. La Russie, alors deuxième producteur mondial de pétrole, profite de l'explosion des prix de ces années-là. Vladimir Poutine veut donner l'image d'un homme fort. Pour les Russes, il est le garant de la stabilité. Plus il reste au pouvoir, plus il incarne la stabilité. Les Russes préféraient un régime plus ferme pour la garantie d'une stabilité. La population russe a peur de la déstabilisation, de la dégradation de la situation économique et sociale. Mais depuis quelques années, sa popularité baisse. En 2018, une réforme des retraites impopulaire est votée et globalement, le niveau de vie recule. Aujourd'hui, un Russe sur 7 est sous le seuil de pauvreté, soit 20 millions de personnes. À cela s'ajoute une inflation galopante. Ce sont des préoccupations majeures pour les Russes, suivies par la corruption. Dénoncer la corruption, c'est justement le cheval de bataille du plus célèbre opposant à Vladimir Poutine de ces 10 dernières années, Alexeï Navalny. Victime d'une tentative d'empoisonnement, puis arrêté, il purge aujourd'hui une peine dans une des prisons les plus dures du pays, pour des faits de détournement de fonds et de diffamation. Comment cet avocat de 44 ans est devenu gênant pour le pouvoir? Poil à gratter ou réelle menace, Poutine a-t-il quelque chose à craindre de ses opposants? Pour le savoir, regardons d'abord le paysage médiatique en place en Russie. L'opposition a réussi à se faire entendre, bien que les organes de communication soient largement contrôlés par le pouvoir. Et oui, dès les années 2000, Vladimir Poutine a nationalisé les médias à tour de bras. 100% de la télévision fédérale russe est sous contrôle du pouvoir. Et il s'agit du moyen d'information principal pour 50% de la population aujourd'hui. Alexeï Navalny a beau être actif depuis une dizaine d'années, il est tout simplement ignoré par ces médias traditionnels. Il y a plusieurs journalistes qui reconnaissent que Alexeï Navalny faisait partie de la liste noire des personnes à ne jamais inviter. Une consigne respectée dans un pays où les journalistes font l'objet d'intimidation et de répression. Mais il y a quelque chose que le pouvoir n'avait pas vu venir et qui a une place très importante dans la stratégie de l'opposition. Le développement d'Internet comme plateforme ouverte pour dire des choses comme ça. Всего этого ролика, рассказывая про Путина, я упомянул кучу людей, абсолютно разных, и вроде бы ничего их не связывает. Но сейчас вы поймете, почему они здесь все. Все они встретились на Черноморском побережье, чтобы дать самую большую в mire взятку. Dans cette vidéo, Alexeï Navalny dénonce une véritable mafia organisée autour de Vladimir Poutine. La preuve de cela, explique-t-il, un palais à plus de 1,3 milliard de dollars construit pour le dirigeant russe, ici, au bord de la mer Noire. Ce film cumule plus de 115 millions de vues, un quart des Russes l'auraient visionné. En janvier 2021, quand Alexeï Navalny est arrêté, un appel à manifester est lancé. Il est massivement relayé sur les réseaux sociaux, notamment par de très jeunes gens. Ça a totalement tétanisé le pouvoir. C'est-à-dire que les parents ont été rappelés aux ordres, les écoles, il y a eu des menaces et des incitations à ne pas sortir, donc ça a vraiment fait peur. L'autre particularité de ces manifestations, c'est qu'elles ont été suivies sur quasiment tout le territoire russe, soit 11 fuseaux horaires. On n'est plus dans le microcosme de Moscou, vous voyez. On voit que cela gagne l'est du pays et c'est ce qui fait peur au régime.
Ce mouvement semble donc toucher de nouveaux pans de la société, mais de manière assez limitée. Entre 250 et 350 000 personnes auraient manifesté dans toute la Russie, un pays de 144 millions d'habitants. Quant à l'activité de Navalny, la proportion des Russes qui l'approuvent est encore très minoritaire, 19%, contre 56% qui ne l'approuvent pas. Malgré l'impact limité de la présence en ligne de l'opposition, la réaction du Kremlin est ferme. Plusieurs lois restreignant la liberté d'expression ont été votées ces 10 dernières années et un gendarme du net, le Roskomnadzor, a été créé. Par exemple, 24 heures avant les manifestations de soutien à Navalny, ce service de surveillance des communications annonçait que le réseau social TikTok avait supprimé 38% des contenus jugés illégaux au regard de la loi russe. Certains réseaux, comme LinkedIn, sont interdits en Russie. D'autres, comme Twitter, font parfois l'objet de ralentissements ou de condamnations en justice. Mais le rêve de Vladimir Poutine, c'est de pouvoir fermer Internet quand bon lui semble. Ce projet de réseau souverain nommé Runet est en cours, mais cela prendra encore du temps. L'autre terrain sur lequel l'opposition essaye de gagner du poids, c'est celui des urnes. Mais le système électoral russe est une forteresse bien gardée. Officiellement, les électeurs ont le choix entre plusieurs partis. Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, et plusieurs autres, par exemple le Parti communiste ou le Parti libéral-démocrate de Russie. Ce sont les partis dits systémiques. S'ils sont autorisés à présenter des candidatures, c'est qu'aucun d'eux ne remet vraiment en question le pouvoir en place. Pour les autres, qui le critiquent ouvertement, comme Navalny, c'est quasiment impossible de se présenter. Souvent disqualifiés parce qu'ils ont un casier judiciaire lié à leur activité militante ou à des accusations de fraude ou de détournement de fonds. Dans ce contexte, pour avoir du poids, la stratégie de l'opposition, c'est d'appeler au vote intelligent. Cela consiste à voter pour un candidat du système, celui qui est le plus à même de remporter un siège, une mairie, face au candidat du pouvoir. Avec une plateforme en ligne, les équipes de Navalny indiquent aux électeurs pour qui il est le plus efficace de voter contre Poutine. Peut-on mesurer l'impact de ce vote intelligent ? Même s'il est difficile à évaluer, les équipes de Navalny revendiquent des petites victoires. Par exemple ici, à Novosibirsk, à 3000 km de Moscou. Lors des élections parlementaires partielles de septembre 2020, le parti soutenu par Navalny a gagné 5 sièges. Mais partout ailleurs, ce sont les candidats du pouvoir qui ont gagné, souvent dès le premier tour. Il n'y a pas de danger direct pour Vladimir Poutine. En fait, ce qui représente le danger, c'est de montrer qu'il y a des pans de la scène politique qu'il ne maîtrise pas. La réponse du Kremlin, continuer de museler l'opposition sur le terrain cette fois-ci. En avril 2021, la justice a ordonné la suspension des activités des QG de Navalny, qui sont le principal relais du combat de l'opposant. Le pouvoir dispose par ailleurs de leviers puissants pour influencer les choix de l'électorat. Il y a un mot-clé en Russie qu'on appelle la ressource administrative, qui permet de faire voter dans le sens dont on a besoin les gens qui sont sous contrôle. Les retraités, les budgetniki, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui dépendent du budget de l'État, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans les entreprises publiques, parapubliques, ça c'est plus de la moitié de la population active. Et enfin, il y a l'argument financier. Je suis convaincue qu'avant les élections, il y aura des allocations assez généreuses qui sont distribuées et l'état de finances de la Russie, les réserves de change, le fonds de bien-être national sont suffisamment remplis pour permettre au régime de faire cela. C'est donc tout un système qui garantit le maintien de Vladimir Poutine au pouvoir. Pourtant, le Kremlin s'acharne contre ses opposants. Le pouvoir surréagit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fantasmer, le pouvoir russe il a des bases solides, il a une popularité réelle. Voilà, le pouvoir russe n'est pas en train de vaciller ou de trembler. Il est même quasi indéboulonnable. Depuis l'été 2020, une modification de la Constitution a remis le compteur des mandats à 0.
Vladimir Poutine pourra donc se représenter à la présidence en 2024 et en 2030. Je pense que cette décision de prolonger ces différents mandats est un point faible, est un aveu d'échec, je dirais, parce qu'il n'a pas su ou il n'y a pas de successeur possible dans son cercle. Et pour les Russes, Alexeï Navalny, pourtant opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, n'apparaît pas comme un concurrent sérieux. Même s'il a gagné en notoriété ces dernières années, grâce à l'acharnement dont il fait l'objet et dont il fait preuve aussi. Donc, ce livre qui s'appelle La Grande Terreur, que vous trouverez là-haut, toutes les photos qui ont été prises et tous les témoignages qui ont été faits dans ce diaporama viennent de ce livre, et j'ai oublié de le dire, et j'en suis désolé pour évidemment l'auteur. Voilà. Donc maintenant, nous passons à la seconde partie et voilà, et nous arrivons aux attaques sur Mémorial, parce que Mémorial a été l'objet d'attaques très fréquentes, très dures, tout de suite au début, et vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous ont lu ce fameux livre d'Orwell qui s'appelle 1984, et je suppose que vous avez dans la tête cette phrase qui figure dans le livre, qui dit que qui contrôle le passé qui contrôle le présent, contrôle le passé, qui contrôle le passé, contrôle le futur. D'accord ? Je répète, qui contrôle le présent, contrôle le passé, parce qu'il peut écrire évidemment ce qu'il veut du passé, et qui contrôle le passé, contrôle le futur, parce que le passé influence le futur. Et évidemment, Mémorial, si je puis dire, dans son travail de mémoire de la répression stalinienne et au-delà, est un témoin gênant de ce passé que veut absolument gommer Poutine, comme vous le savez, puisque Poutine est un grand admirateur de Staline. Il n'aime pas Lénine pour une autre raison, c'est qu'il pense que Lénine avait un projet révolutionnaire et que la Russie n'était pas forcément mise en avant dans ce projet révolutionnaire, alors que Staline, avec sa grande guerre patriotique et son patriotisme, a mis la Russie en avant. Et donc, il est un grand admirateur de Staline. Et donc, évidemment, tout ce qui peut rappeler ce qu'a été la terreur stalinienne le gêne. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant de comment Mémorial a été peu à peu éteint, si je puis dire, jusqu'à son interdiction, juste après l'invasion de l'Ukraine, enfin, de la guerre en Ukraine, dont nous allons parler évidemment, et nous parlerons aussi de toute la répression dont l'ensemble de l'opposition russe est aujourd'hui victime. Est-ce que, Elena, vous pouvez nous rappeler les différentes étapes, si je puis dire, et comment vous les avez vécues aussi vous-même ? J'ai fait une petite chronologie pour vous. Excusez-moi. Vous m'entendez maintenant ? Je vous ai préparé cette petite chronologie qui, bien sûr, ne comprend pas tout. On pourrait écrire encore plus en détail, mais ces détails ne sont pas nécessaires parce que le tableau général est visible. Ce qu'on peut dire en général, c'est qu'on essaie de déranger, et de déranger surtout le travail avec les gens, d'empêcher le travail avec les gens, parce que c'est quand nous travaillons avec les gens et quand les gens voient que notre travail les aide, ça fait notre force. Donc, il faut empêcher ce travail avec les gens. Et le plus important, bien sûr, c'est d'empêcher de travailler avec les jeunes. Quand j'ai parlé de nos réussites, de ce qu'on a réussi à obtenir, je n'ai peut-être pas raconté en détail notre projet qui existait et qui continue d'une certaine façon à exister, notre concours pour les lycéens. Pendant 20 ans, chaque année, on faisait ce concours.
de recherche. Donc, il ne s'agissait pas de faire un travail, de rédiger une rédaction, mais de faire un travail de recherche sur le thème de l'histoire, l'homme dans l'histoire au XXe siècle. Et pendant ces 20 ans, nous avons rassemblé nos archives, et c'est une partie de nos archives, plus de 40 000 travaux de ces élèves, parfois dans des petits villages sur le XXe siècle. Et quand on regarde ce travail de 20 ans de récolter la mémoire locale, on découvre vraiment le tableau de l'histoire de la Russie, le vrai tableau de l'histoire de la Russie. Et c'était important, bien sûr, d'empêcher ce travail pour le pouvoir. L'un des premiers actes d'agression s'est fait contre les élèves et les enseignants qui étaient venus à Moscou pour cette cérémonie de prix du concours. Et on leur a jeté du verre brillant sur eux. Et c'est difficile parce que ces enseignants, parfois pas jeunes, qui ont très peu de salaire et qui font tout ce travail pour que les élèves soient éduqués, qui sont vraiment dévoués à leur cause et qui sont persuadés de faire quelque chose de bien pour les élèves. Ils arrivent à Moscou, c'est un tel événement pour eux. Et ils ont ces attaques de cette jeunesse agressive qui leur dit qu'ils sont des traîtres à la patrie. Bien sûr, c'était affreux. Donc, l'idée, c'était de nous couper le lien avec les gens et de faire peur aux gens de toutes les façons, et à nous, de toutes les façons, avec des perquisitions, avec des dénonciations calomnieuses et aussi avec des assassinats de certains de nos membres. C'est terrible, mais certains de nos collègues, des femmes, ont été tués, dont celles qui travaillaient dans le Caucase, en Tchétchénie. Si vous regardons cette chaîne d'événements et qu'on regarde ce qui se passe maintenant, on comprend, vous avez bien raison, qu'effectivement, le pouvoir russe avait besoin de contrôler vraiment, c'est très important pour elle, de contrôler le passé. Parce que pour le pouvoir russe, ce qui est important, c'est de contrôler le présent, la société. Et ceux qui se permettent de réfléchir, de se poser des questions, et qui proposent aux gens autour d'eux de réfléchir, ils sont très impopulaires auprès du pouvoir. Et si on fait un bilan, on peut dire que Mémorial a eu beaucoup à subir, pas nous personnellement, comme les gens, les membres, même si ça nous a aussi touchés, mais cette cause de 35 ans de travail, nous tous, et pas seulement les citoyens russes, pas seulement les gens qui vivent sur le territoire de l'ex-URSS, mais tous, nous tous, y compris en Europe. On a souffert de l'attaque contre la mémoire, qui est une mémoire pas individuelle mais collective et qui dépasse les frontières. Et peu importe où on vit, même si on vit en Suisse, on vit en Pologne ou en Russie ou en Ukraine. Et bien sûr, ces dommages sont très sérieux. Mais vous, les Suisses, vous êtes des gens pratiques, qui ont le sens pratique, donc vous comprenez quel choc ça a été pour nous, le fait qu'on nous a enlevé de façon tout à fait injuste, illégitime, nos locaux. Mémorial, dans les années 2000, on fait un grand projet, on a récolté de l'argent dans le monde entier pour acheter notre propre local. Et dans ce local, nous avons mis notre collection que nous récoltions et nous avons, de façon tout à fait légale, en payant tous les impôts, récolté de l'argent, acheté ces locaux. Et l'État n'a pas mis un centime. Et l'organisation a été liquidée, dissoute, et on nous a pris nos locaux. Et bien sûr, on a attaqué certains collègues, des gens ont dû partir, il y a eu des perquisitions. On a confisqué des serveurs, des ordinateurs, toute notre infrastructure numérique a souffert. Et depuis 2 ans, on a passé beaucoup d'argent à
restaurer tout ce qui nous a été enlevé. On a non seulement mis toute notre âme, mais on a mis beaucoup d'argent aussi pour ces locaux, pour toute cette base de données qu'on avait fait, tous ces liens qu'on avait fait entre les gens. Et bien sûr, on peut dire... Est-ce qu'il faut faire attention à des histoires de locaux quand des gens meurent tous les jours, quand des gens sont tués chaque jour, quand ils perdent la vie, on détruit leur maison aussi. Mais je suis persuadée que cette destruction de notre mémoire commune, c'est vraiment un dégât qui n'est pas seulement fait à nous aujourd'hui, c'est des dégâts qui touchent nos enfants et nos petits-enfants aussi. Et bien sûr, je pense que nous devons faire ce que nous pouvons pour nous opposer à tout ça. Je voudrais préciser une chose qui est quand même un clin d'œil de l'histoire. Je peux dire des clins d'œil de l'histoire, ils sont forcément volontaires. Le tribunal qui dissout Mémorial International et le Centre Mémorial pour les droits de l'homme la décision a été prise le 22 février 2022. Je vous signale que le 24 février 2022, la Russie commençait à attaquer l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je parle de petit clin d'œil de l'histoire, c'est que le 22 février 2022, ça correspond au 100e anniversaire de la création de l'Union soviétique. Donc je pense que ça, c'est pas un hasard qu'à ce moment-là, évidemment, on décide de supprimer l'organisation non gouvernementale, l'ONG, chargée justement de la mémoire. Donc maintenant, nous allons... Vous avez compris que nous allons passer maintenant au présent, si je puis dire, puisque l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a changé, si je puis dire, un peu les choses par rapport à, évidemment, non seulement Mémorial, qui aujourd'hui est interdite. D'ailleurs, je voudrais poser la première question, c'est comment survit aujourd'hui Mémorial dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous arrivez encore à faire ou ce que vous n'arrivez plus à faire, hein, donc, et quel pronostic éventuellement vous portez sur votre avenir, j'entends bien, hein, et après nous parlerons évidemment de la répression des autres opposants, parce qu'il n'y a pas que Mémorial évidemment qui est poursuivi dans cette remise en ordre, je pourrais dire, de Poutine. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, bien sûr, c'est difficile actuellement. Je ne suis pas si jeune. Et j'avais un très bel appartement à Moscou, une voiture, une immense bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y avait beaucoup de livres de mes amis qui maintenant ne sont plus vivants et qui m'avaient dédicacé ces livres. Et puis j'avais des archives familiales et j'ai dû partir. D'abord, je suis partie à une conférence scientifique et mes avocats m'ont dit qu'ils ne me conseillaient pas de revenir. Bien sûr, c'est difficile. Mais peut-être qu'il ne faut pas en parler en Europe. Les gens ont aussi vécu des choses où ils ont aussi été réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans toute famille, y compris en Suisse, je pense. On trouve des histoires difficiles. Donc je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais l'essentiel, à mon avis, c'est que bien sûr, c'est très difficile pour les gens qui ont sacrifié beaucoup de temps, leur carrière, n'ont jamais gagné beaucoup d'argent, ne gagnaient pas d'argent du tout, mais pensaient qu'ils faisaient quelque chose d'utile, de nécessaire à la population. Et ces gens-là, bien sûr, pour eux, c'était important que le pays les reconnaisse. Et maintenant, leur pays, non seulement les reconnaît pas, elle estime que ce qu'ils font n'était pas important. Et ça, c'est difficile à accepter. Il faut beaucoup de force pour supporter tout ça. Mais je crois que le plus important n'est pas à quel point c'est difficile, mais le fait qu'on continue. On a survécu à ça et on va continuer à vivre et on va continuer notre cause tant qu'on existe. Et je pense qu'on va continuer tant que, y compris dans cette salle, tant que les gens sont prêts à venir, aussi nombreux à écouter notre travail. Donc je pense que l'essentiel, c'est ça. Et ce qui me semble aussi très important, y compris pour les gens ici en Europe,
c'est que cette situation difficile dans laquelle on se trouve, elle va durer longtemps malheureusement. Donc il faut avoir beaucoup de patience et comprendre qu'il faut être fort et continuer. C'est pas seulement nous, c'est aussi, ça vous concerne aussi vous. Vous devez aussi avoir de la patience et ne pas trahir vos principes et continuer le travail. Vous aussi, vous allez continuer et nous, on va continuer. J'espère bien sûr. On va applaudir là. Здесь можно аплодировать. Je voudrais qu'on parle d'un cas particulier. Il y a un petit film qui va suivre d'un opposant qui aujourd'hui a été condamné à 25 ans de prison, de camp, 25 ans, vous vous rendez compte, tout simplement parce qu'il s'est opposé à Poutine et condamné la guerre commencée en Ukraine. Cet opposant s'appelle Vladimir Kara-Murza et nous allons donc voir un peu son parcours, si je puis dire, rapidement. L'homme qui s'exprime, c'est Vladimir Kara-Murza. Arrêté, jugé pour haute trahison, il a été condamné à 25 ans de colonie pénitentiaire. Après la mort d'Alexeï Navalny en prison ou celle de Boris Nemtsov tué par balle en février 2015, Vladimir Kara-Murza est l'un des derniers opposants connus et encore en vie dans la Russie de Poutine. I'm a Russian opposition politician. If this is what I choose to do in life, then my place is in Russia and it cannot be any other way. Historien et journaliste, ce grand orateur vivait entre la Russie et Washington, où sa femme et ses 3 enfants se sont réfugiés. Il est chroniqueur au Washington Post. Aux États-Unis, il a joué un rôle déterminant dans l'adoption en 2012 de la loi Magnitsky qui sanctionne les Russes accusés de violation des droits de l'homme. Au début de l'invasion de l'Ukraine, Kara-Murza avait choisi de rentrer à Moscou pour dénoncer la guerre déclenchée par Poutine. It's a regime of murderers, and it is important to say it out loud. And it is really tragic. À 42 ans, il a déjà subi 2 tentatives d'empoisonnement en Russie en 2015 et 2017. It is painful, it is terrifying. Si mentalement il reste fort, sa santé est devenue fragile. Pour ses proches, sa condamnation à 25 ans équivaut à une peine de mort. Political assassinations have become one of the regime's favorite methods of dealing with the opposition. Evgenia Kara-Murza, son épouse, remue ciel et terre pour porter sa voix. Comme lui, elle espère toujours un soulèvement populaire en Russie. Ce n'est pas de l'optimisme de quelqu'un qui est mal informé. C'est, comme il le dit lui-même, c'est l'optimisme d'un historien. On a déjà vu ça dans l'histoire, et même dans l'histoire de notre pays. C'est vrai que si on regarde les choses à... Décidément, c'est vrai que si on regarde les choses à l'échelle de l'histoire, elle a raison, Madame Kara-Murza. C'est vrai que l'histoire jugera, forcément, mais seulement c'est toujours très compliqué parce que le temps de l'histoire n'est pas le temps des hommes. Et que, évidemment, pour nous qui vivons ce temps présent, évidemment, je parle surtout aux opposants au régime de Poutine, évidemment, ça ne sera pas une justice. Mais la justice, en tout cas, je pense, viendra. Ce que je voudrais poser comme question, parce que, évidemment, la guerre en Ukraine a énormément changé les choses. D'abord, il faut quand même comprendre que, d'après ce que l'on sait, quoique les sondages, évidemment, sont très particulier en Russie, comme vous en doutez, à cause de la peur des gens de dire la vérité, il y a quand même un certain soutien, il ne faut pas le nier, un certain soutien de la population russe en ce qui concerne cette guerre. Donc, évidemment, nous sommes un peu dans une impasse. Espérer que cette guerre soit la fin du régime de Poutine, à mon avis, n'est pas vraiment à l'ordre du jour, en tout cas à l'heure qu'il est. Mais ce que je voudrais poser comme question à Elena, c'est qu'est-ce que cette guerre change pour Mémorial, parce que je sais qu'il y a quand même, Mémorial s'engage aussi dans cette guerre de soutien directement aux Ukrainiens, mais en tout cas de travailler elle aussi sur ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire cette organisation, c'est-à-dire sur récolter des informations, prévoir des dossiers, etc. Tout ce qui peut éventuellement instruire justement un jour l'histoire de ce que nous sommes en train de vivre.
D'abord, malheureusement, cette guerre qui se passe maintenant confirme une fois de plus que si un crime et les criminels ne seront pas punis, les crimes continueront. On l'a toujours dit. Et c'est triste et c'est pénible d'être des Cassandres et de dire « on l'avait dit, on ne nous a pas écoutés », mais voilà, ça se confirme. Deuxièmement, c'est une confirmation de à quel point notre travail est important. Et comme c'est important de continuer ce travail, même si on désespère et même si on a l'impression que ça n'a pas marché, et des fois on se dit qu'on le fait mal, donc il ne faut pas le faire puisqu'on ne sait pas le faire, mais il faut continuer à le faire. Et on est persuadé que tous ces témoignages humains qui ont été rassemblés ne sont pas importants uniquement pour la Russie, mais et toutes les personnes de l'ancienne URSS, mais c'est important pour toutes les personnes, tous les Européens et toutes les personnes dans le monde. Ce sont des témoignages humains importants. On me pose souvent la question, on me posait et me pose toujours la question, mais comment est-ce que vous pouvez toujours vous occuper de choses négatives, de vous occuper de malheurs, de choses mauvaises qui apportent des émotions négatives? Il y a une seule chose que je peux répondre, oui, c'est lourd, c'est dur, ces témoignages, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus lumineux, c'est les témoignages les plus lumineux de la fidélité, de l'amitié, de l'amour humain. Il n'y a pas d'autre témoignage. Il n'y a pas d'autre témoignage que d'hommes, d'humains qui peuvent surmonter de telles choses. Et donc nos archives réunissent tout ça et je suis assez fier qu'on a beaucoup numérisé d'archives. Et donc cette année encore, on va ouvrir cette archive, ces archives qu'on pourra consulter partout dans le monde et n'importe qui pourra utiliser ces archives. Et déjà maintenant, il faut savoir maintenant comment chercher, mais on a encore beaucoup de travail parce que la plupart des documents sont en russe, donc il va falloir qu'on traduise tout ça, c'est clair. Mais je sais qu'ici, même dans cette salle ici, il y a des personnes pour qui ces archives sont importantes, mais ces gens ne les connaissaient pas et ne peuvent pas les consulter parce que tout est en russe. Et ça, c'est important pour tout le monde et il faut continuer. Il faut qu'on continue. Et il faut continuer à soutenir les spécialistes qui savent comment faire ça et éduquer de nouvelles personnes, de travailler avec les jeunes. Et c'est pour ça qu'on continue. Et en particulier, on a créé une association internationale mémoriale. On a réuni des organisations de différents pays et je peux vous dire avec fierté qu'il y a un groupe mémorial suisse et qui entre dans cette association internationale. Et en plus de ça, les membres de ces associations dans tous les pays continuent à travailler. Nous, à Berlin, par exemple, nous avons créé avec des gens qui sont arrivés de Moscou, qui ont émigré de Moscou, qui sont retrouvés à Berlin. Nous avons appelé cette association Zukunft Memorial. Donc, excusez-moi ce germanisme, mais voilà, on se donne cet espoir qu'on a un futur. Et on considère que c'est notre obligation, c'est un mandat qu'on a reçu de continuer à travailler sur ces archives de Moscou et continuer aussi avec un nouveau travail. Parce que maintenant, c'est assez surprenant, mais ce qui me touche le plus et qui me donne le plus d'espoir personnellement, c'est que les gens continuent à nous croire et continuent à nous apporter des archives et continuent à nous apporter ce qu'ils ont peut-être de plus précieux. Un exemple, en novembre de l'année passée, le 23, Timia, qui a quitté la Russie, qui a immigré, enfin qui a quitté la Russie pour l'Allemagne il y a 20 ans, en novembre de l'année passée, et elle nous a
Ils ont apporté un violon qui a été fait dans les camps. C'est quelqu'un qui l'a fait quand il était dans un camp. Il l'a avec une seule corde qui a été fait juste avec un carton. On n'a même pas compris que c'était un violon à la base. Et nous avons un témoignage. On a pu encore enregistrer une interview de cette personne qui a fait ce violon. On a enregistré son témoignage et de sa femme et de ses filles qui racontent qu'ils jouaient de ce violon. On a des lettres de cette personne, on a des dessins aussi, et la famille a emmené ce violon avec elle en Allemagne. On était en contact avec eux et ils nous ont dit que ce violon a disparu. Ils sont partis à Dresden. Il y a eu une inondation à Dresden dans les années 2000 et leur maison a été inondée. Et ils étaient persuadés que le violon était perdu. Et au moment où ils ont décidé de vendre cette maison cette année, et en fait c'est là qu'ils ont compris que le violon était au grenier et qu'elle était toujours intacte, et ils nous l'ont transmis. Et c'était ce qu'il y avait de plus précieux pour cette famille. Donc ils croient en nous, donc il faut que nous soyons à la hauteur aussi et continuer. Très technique, si vous voulez bien. Toutes les archives que vous avez récoltées en 35 ans de travail, du fait qu'il y ait des scellés qui ont été mis sur le musée et tout ça, elles sont toujours quand même accessibles. Vous pouvez encore y avoir accès. Ça, je ne sais pas du tout. C'est une question innocente que je pose. Donc, qu'est-ce qui est devenu ce fonds formidable? Oui, bien sûr. Je dois dire, on a toujours dit, nous ne sortirons pas ces archives de Russie. On les a rassemblées en Russie et le resteront en Russie. Et même si c'est difficile maintenant, mais on considère que sauver ces archives, on pourra le faire en numérisant. Et comme je le dis, on continue aussi à rassembler de nouvelles archives, parce que ces témoignages, il y en a énormément. Donc, Léna vous a parlé du rayonnement international de Mémorial. Il y a une section française, il y a d'autres sections, et évidemment il y a une section suisse. Donc je vais demander à Patrick Sériot, qui dirige cette section suisse, de nous parler un peu de son travail et surtout de nous sensibiliser à ce que nous pouvons faire, nous, pour venir au secours des mémorials et de cette mémoire, pour pas qu'elle disparaisse. Bonsoir, mesdames et messieurs. Permettez-moi. Добрый вечер. Mémorial international chapeaute un certain nombre de filiales dans différents pays européens, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, etc. Depuis bientôt un an, existe une filiale helvétique. À quoi cela sert-il qu'il y ait un mémorial en Suisse, nous qui vivons dans un pays où nous ne risquons pas 15 ans de prison pour la moindre parole qui ne plaît pas? Qu'est-ce que nous faisons? Notre but est d'aider à connaître la mémoire perdue. Cette mémoire est importante. Nous ne sommes ni Reporters sans frontières, ni Amnesty International. Notre but est essentiellement de participer à la conservation et à retrouver cette mémoire perdue. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un site web qui me semble utile dans la mesure où nous traduisons chaque semaine, systématiquement en français, pas encore en allemand, le bulletin d'information de Mémorial International. Regardez notre site web, vous y verrez une information extrêmement intéressante sur ce que font nos collègues en Russie. Ils accrochent des plaques commémoratives sur la dernière adresse de ceux qui ont été arrêtés et fusillés à l'époque soviétique. Ils font des excursions de la mémoire en disant « Regardez, le goulag, c'était juste ici ». Nous sommes le seul mémorial d'Europe qui fait ce travail d'information. Nous avons aussi... Nous invitons des conférenciers, nous montrons des films, nous faisons ce que nous pouvons. Il est bien sûr certain que nous n'allons pas changer le monde, mais avec nos petits moyens, nous faisons ce que nous pouvons.
Vous voyez, Mémorial France, par exemple, bénéficie d'un subside du ministère des Affaires étrangères. Ils ont deux personnes qui travaillent avec eux. Nous n'avons quasiment rien du tout, mais nous avons besoin de vous. Regardez notre site et adhérez à Mémorial Suisse. Dans le dossier qui vous a été remis, vous trouverez un flyer avec toutes les informations sur Mémorial Suisse et s'il vous plaît, aidez-nous, adhérez à Mémorial. Nous avons besoin d'être nombreux. Le 2 novembre à Berne, nous aurons notre assemblée générale. Nous vous invitons à venir participer à cette assemblée. À part quelques travail administratifs, nous allons, comme nos collègues russes et comme nos collègues européens, faire ce qu'on appelle le retour des noms. Возвращение имен. Ça consiste à lire petit à petit un certain nombre de noms de ceux que le régime voudrait avoir lancés dans l'oubli. Nous aurons peut-être aussi la possibilité de faire un atelier de lettres aux prisonniers politiques. Gardez ça en tête, 2 novembre à Berne, et vous trouverez toute l'information sur notre site web dont l'adresse vous est donnée dans vos dossiers. Merci d'avance pour votre aide. Merci beaucoup, Patrick Sérieux. Bon, avant que cette conférence se termine, je voudrais, c'est pas se terminer par un petit film, je voudrais simplement vous rappeler que la prochaine séance va quitter le goulag pour entrer dans un autre système répressif, qui est le système chinois, et qui est, lui, très efficace, si je puis dire. Donc la séance prochaine sur ces camps et sur ces régimes spéciaux totalitaires, ça sera consacré à la Chine et ça sera le 26 septembre, je crois, mais ça, vous avez ça dans les dossiers. Donc, je vous remercie infiniment. Nous allons passer un petit film et ça sera la fin de notre... Alors, je précise que ce petit film, c'est un extrait et c'est pour ça que... C'est un petit clin d'œil, si je pourrais dire, que j'ai choisi. Si vous avez suivi ce cycle de goulag, nous avons commencé par un hommage à Solzhenitsyn et à l'archipel du Goulag, où il y avait un film, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, un film qui racontait un peu le courage, le film s'appelle Le courage de la vérité, racontait un peu le combat de Solzhenitsyn, et donc nous avons choisi un tout petit extrait de ce film, qui est la fin de ce film, justement, où vous verrez, il y a la continuité entre ce que Solzhenitsyn raconte dans l'archipel du Goulag et aujourd'hui, et vous verrez, j'aime énormément la dernière image de ce film, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Les visages d'hier, si je puis dire, des prisonniers politiques d'hier s'effacent peu à peu avec les images des prisonniers politiques aujourd'hui de Vladimir Poutine. Merci à vous. Le temps des répressions est revenu. Mon ami Vladimir Kara-Murza, qui est actuellement en prison et a été condamné à une peine de 25 ans, a dit et écrit qu'il trouve un grand soutien dans les livres de Solzhenitsyn, de Bukowski, Sharansky et même dans le mien. Lors de son procès, Vladimir Kara-Murza lit ostensiblement le livre de Solzhenitsyn, Le chêne et le veau. Dans une interview, il a confié « Cette année, j'ai lu ou relu beaucoup de livres. J'ai eu enfin la possibilité de lire l'archipel du Goulag en entier et avec soin. C'est un livre que tout le monde doit lire aujourd'hui. » Ce livre est aujourd'hui aussi contre le régime, parce qu'il parle de l'homme et d'un État terroriste, du destin de l'homme dans un État terroriste. Il y a quelque temps, j'avais relu ce livre et puis je viens de le reprendre et j'ai pensé, mon Dieu, c'est tout simplement ce qui se passe maintenant. Ça commence avec l'arrestation et puis la suite. Chaque fois que je l'ouvre, je vois que la force de ce livre est intacte. Chaque année, des touristes se rendent aux îles Solovki, là où a été créé en 1923 le premier camp du Goulag. La mémoire des prisonniers y est toujours présente.
de ceux qui sont morts d'épuisement, de ceux qui ont été fusillés et jetés dans une fosse commune. Mais quel sens donner aujourd'hui à cette mémoire, celle de l'archipel du Goulag, de plus en plus occultée? Cette histoire ne disparaîtra pas avec celles et ceux qui l'ont vécue. Une nouvelle génération s'est emparée de cette mémoire. На улице минус 55, и это Колыма. Долгие годы. Yuri Doud est un jeune réalisateur russe. En 2019, il est revenu sur les lieux du Goulag pour en tirer Kolyma, lieu de naissance de notre peur. Ce film documentaire de plus de 2 heures, mis en ligne sur sa chaîne YouTube, a dépassé les 28 millions de vues. En 2022, accusé par le Kremlin d'être un agent de l'étranger, Yuri Doud a été contraint de quitter la Russie. Tant qu'il n'existera pas dans ce pays d'opinion publique indépendante, il n'existe aucune garantie que tout cet anéantissement sans cause de millions d'hommes ne se répétera pas à nouveau, qu'il ne recommencera pas n'importe quelle nuit, chaque nuit. Cette nuit, tenez, celle qui va suivre la journée d'aujourd'hui.